vous disiez tout à l'heure, Général Yakovlev, que Trump n'a fait que des cadeaux aux Russes. Vous en citiez 5. Oui. 5. Regardez la jubilation des Russes ce soir. On voit bien à quel point Lavrov, Poutine, tout ce régime considère qu'il est remis en selle de manière spectaculaire. Sauf si Trump nous sort un truc, ou alors on se dira après, alors là c'était merveilleux, mais sinon ils ont gagné, oui, ils ont gagné, ils ont raison d'être contents. Regardez l'image, ils arrivent en Arabie Saoudite, donc Lavrov arrive en Arabie Saoudite. Il y a des pourparlers qui sont prévus demain entre responsables russes et américains, donc là, vous le disiez, on voit l'arrivée du chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, et le conseiller diplomatique de Vladimir Poutine, qui s'appelle Yuri Utchakov. Il est là à l'image. Hein. Absolument, ils sont arrivés aujourd'hui à Riyad. On sait aussi que Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, lui est arrivé aussi aujourd'hui en Arabie Saoudite, et donc ils doivent tenir une réunion demain qui sera consacrée au rétablissement de l'ensemble des relations russo-américaines. D'un côté, les professionnels qui maîtrisent parfaitement le dossier, et de l'autre côté, une bande d'amateurs. Un mot d'abord sur cette image-là. L'Arabie Saoudite, petite parenthèse, je rappelle quand même que c'est le régime qui a coupé en morceaux Khashoggi. Et on a le régime qui a tué Navalny, et au fond, tous ces gens-là reviennent alors en gloire absolue. Hein. Ils sont là sur un piédestal diplomatique. Oui, malheureusement, en fait, les intermédiaires dont certains ont parlé. D'ailleurs, je vous rappelle que le président Zelensky est en Turquie aujourd'hui, et il sera aussi dans l'Arabie Saoudite en train de faire l'accord sur la coopération économique, mais aussi parce qu'il y avait justement cette facilitation pour les échanges des prisonniers et les échanges aussi des enfants, des déportés et tout, qui étaient faits de ces pays-là. Et effectivement, ce qui est très triste, c'est qu'il y a une vraie retour des empires un peu sur la face de la Terre, avec Trump, la Chine, Xi et Poutine, qui veulent juste diviser le monde entre eux. Et les Européens et les autres, ils sont où ? Il est où leur place ? Et c'est ça la grande question. Est-ce que l'Europe va accepter ce nouveau monde qui est divisé en 3 sphères d'influence, et comment il va se positionner? Parce que c'est là, l'agenda, c'est pas que l'Ukraine, c'est plus grand que ça. Écoutez la jubilation de Lavrov ce soir. C'est une des déclarations les plus révélatrices, n'est-ce pas, de ce qui est en train de se passer, Émilie? Oui, écoutez-le, il s'est exprimé tout à l'heure, le ministre des Affaires étrangères de la Russie, qui affirme que ça y est, les États-Unis et la Russie sont toutes puissantes. Chaque fois que nous allons à des négociations que nos partenaires suggèrent, nous voulons d'abord les écouter. Les présidents Poutine et Trump, lorsqu'ils se sont entretenus au téléphone, ont convenu qu'ils devaient laisser derrière eux une période absolument anormale entre les deux grandes puissances, au cours de laquelle ils n'ont pas communiqué, sauf sur certaines questions techniques et humanitaires. Les présidents ont convenu qu'il fallait reprendre le dialogue. Vous avez entendu le mot superpuissance dans la bouche de Lavrov. Pour lui, c'est la jubilation suprême, évidemment. En fait, c'est ce qu'ils attendaient depuis 3 ans. Enfin, c'est leur rêve, mais même plus quand je dis 3 ans. Depuis le discours de 2008, c'est le discours de 2008 de Poutine qui veut rétablir, au nom du fait que pour lui la Russie est l'héritière de l'Union soviétique, son droit de regard sur la souveraineté des anciens pays du bloc de l'Est. Donc là, il avait 2 choses dans le stratégique. Son idée, rappelez-vous qu'on a commencé à discuter de la question des missiles de portée intermédiaire en Europe, son rêve était de virer les Européens de l'affaire, les Ukrainiens à l'époque, il n'en parlait même pas, et de négocier en tête-à-tête avec Vladimir Poutine l'architecture de sécurité en Europe. Avec les Américains. C'est ça son rêve. Il y a un rêve presque de génération. Poutine est né, je crois, en 52, donc juste avant la mort de Staline. Rappelez-vous, quand il rêvait d'être agent secret face aux Américains, c'est son monde-là, c'est-à-dire les Russes et les Américains, le combat entre superpuissances égales. C'est son monde qui est en train... dont il rêve. Oui, le G2. Et Trump est en train d'offrir cela. Oui, mais je trouve qu'on oublie quand même, je suis désolé, on oublie que cette guerre est un échec pour la Russie. On a l'air de dire que c'est un triomphe. Vous dites Lavrov est euphorique, mais je ne le vois pas du tout euphorique. C'est le style Lavrov. Alors ça, évidemment, il fait un peu porte de prison, mais enfin, c'est un échec pour la Russie, c'est un drame pour l'Ukraine, mais l'État-nation ukrainien va être sauvé et la Russie va arrêter cette guerre d'invasion. Vous dites, tout le monde y trouve son compte, c'est ça que vous dites? C'est dramatique de résumer de cette manière-là. Les mots sont horribles, mais cette paix
s'impose d'elle-même. C'est pas une peste, un cessez-le-feu. Cessez-le-feu. Oui, mais derrière, c'est la paix. Non, on n'y il y a arrivera pas de pas. paix. Dans 70 ans. Ça peut durer 100 ans. Didier a rappelé, à très juste titre, ce désir de Poutine d'avoir une discussion entre les grands. Et je vous rappelle quand même que juste avant le début de la guerre en Ukraine, le ministère des Affaires étrangères russe a publié 2 soi-disant traités. Un entre la Russie et l'OTAN et l'autre entre la Russie et les États-Unis, dans lequel il parle de redessiner l'architecture de sécurité européenne et transatlantique. Et ce dialogue, ce mot, ces phrases sont reprises aujourd'hui par Trump et son équipe. Donc on peut se demander ce qui est en train de se discuter à Riyad aujourd'hui, mais c'est pas que de l'Ukraine que l'on parle. Et l'ancien ambassadeur des États-Unis à Moscou, Mike McFaul, a écrit aujourd'hui, et j'espère que nous n'assistons pas à un Yalta 2 aujourd'hui à Riyad. Et en particulier contre les Chinois. Contre les Chinois. Évidemment, pour eux. Dans ce plan dont parle Samantha, en 2021, juste avant la guerre en Ukraine, les Russes demandaient à l'OTAN de quitter toutes ses bases et de revenir à la position de 1997. C'est vraisemblablement toujours leur objectif et c'est ça dont ils sont en train de parler. Donc ça va effectivement très très au-delà de l'Ukraine. Écoutez de quelle manière Trump flatte les Russes. Il touche la fibre qui touche le plus les Russes, c'est la fibre historique. Sur le thème, vous vous rappelez les longues conversations où Poutine tenait au téléphone Emmanuel Macron pendant 40, 50 minutes, 1 heure en lui racontant ses histoires historiques. Regardez, Trump dit les Russes, grande nation qui a vaincu Hitler et Napoléon. Et c'est exactement le discours qui touche les Russes. Je pense qu'il veut arrêter de se battre. Ils ont une grande et puissante machine, vous comprenez ? Ils ont vaincu Hitler et Napoléon. Vous savez, ils se battent depuis longtemps. Ils l'ont déjà fait. Mais je pense qu'il aimerait arrêter de se battre. Là, on peut pas sent bien qu'il l'a eu trouver. au téléphone. Oui. Mais c'est la manipulation de cette grandeur, en fait, que les Russes sont obsédés par la grandeur. Ils disent que leur culture, l'histoire, c'est la plus grande culture-histoire. Pourtant, c'est aussi... Enfin, on peut pas mesurer les grandeurs. Pareil, les États-Unis, avec Trump, elles représentent, en fait, cette chasse à la grandeur et à la puissance et superpuissance. Et effectivement, il n'y a rien d'étonnant que les propos de Trump sont tellement en phase avec ce que Poutine est en train de nous dire depuis des décennies. D'où le danger qu'il y a le vrai monde qui va se redessiner entre des sphères d'influence, entre des personnes qui ont une volonté de reconquête territoriale. Trump aussi, il a souligné avec Groenland et autres prétentions territoriales, et que la plus grande démocratie, il n'est plus la plus grande démocratie. C'est un pays qui transite vers un autre type de gouvernance qui n'est pas du tout en phase avec l'Europe. Est-ce que ça va toucher une certaine fibre en Europe ? Je vous pose aussi la question à vous, Général. Rappelez-vous le débat Chirac-Jospin. À l'époque, c'est la guerre de Tchétchénie. Et les Russes écrasent Grozny avec une violence incroyable. Et sur le débat, c'est le débat présidentiel, Chirac dit en substance, oui, bon, la Tchétchénie, mais la grande histoire, c'est la Russie, voilà, la Russie éternelle. On sent bien que chez un Chirac, comme chez un Trump aujourd'hui, la Russie, c'est la très grande histoire. Vous vous rappelez, Didier ? Je pense que vous êtes un des derniers à vous rappeler de ça. Et c'est cette idée qu'il y a les grands empires, les grandes histoires, et puis en dessous, il y a des petites nations. C'était un peu Mitterrand. Oui. Et c'était un peu l'idée de Mitterrand. Oui, je trouve que vous êtes un peu univoque parce qu'il dit toujours au pied de l'avion, on vient de l'écouter, il dit entre les lignes, mais il est obligé d'être diplomate puisqu'il aborde une grande négociation. Il dit la Russie est au bout du rouleau. Il le dit aussi. Non, il le dit aussi. Oui, il a insisté sur les difficultés de la Russie, y compris économiques. Général. C'est la seule manière, désolé, pour Poutine de peut-être faire une pause dans cette guerre, c'est les difficultés économiques derrière. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que les Ukrainiens n'ont pas d'illusion sur la paix durable, il n'y aura pas. Il y aura un cessez-le-feu qui va servir du temps pour que Poutine se réarme et que l'Europe, j'espère, se réarme aussi. Mais en gros, c'est vrai que peut-être il a besoin du repos, pause, en ce moment-là. Coup de terme de la soirée, Musk réagit. Oui, Oh là, vous l'attendiez presque autant que les Nord-Coréens. Regardez, il a réagi alors à ces images que vous voyez avec Lavrov qui est arrivé en Arabie Saoudite et il dit voilà à quoi ressemble un leadership compétent. Vous aussi, ça vous fait rêver, Général ? Alors là, je ne m'attendais pas à être d'accord avec Elon Musk. Mais oui, voilà, c'est là où on voit les Russes
Je crois qu'il parle des Américains, à mon avis. Je crois, qu'il parlait... Ok, autant pour moi. Non, parce que moi, je voyais de la compétence et du professionnalisme dans la préparation psychologique des Russes, de Poutine, de Lavrov, de l'équipe. Eux, ils savent ce qu'ils veulent. Ils ont wargamé toutes les solutions, etc., etc. Et ils tombent face à des novices qui ne les comprennent pas, qui ne les connaissent pas, qui n'ont jamais étudié les Russes, qui ne connaissent rien à l'histoire de la Russie. Donc Elon Musk, on verra le leadership compétent, on verra si Trump obtient un accord, et je suis d'accord avec ce que vous dites, il est en train de se mettre dans une canule. Si jamais, parce que Trump, c'est quand même un spécialiste de l'abandon. Il a abandonné l'Afghanistan pendant son premier mandat. Il a abandonné l'Afghanistan complètement. Donc, sa spécialité, l'art du deal, c'est l'art de je brade. C'est pas un homme de paix, c'est un homme qui ne veut pas faire la guerre. C'est très différent. C'est très différent. Et pour parler de l'Afghanistan, il n'a pas seulement abandonné l'Afghanistan, il a négocié directement avec les talibans sans passer par le gouvernement afghan, et on a vu le résultat que ça a donné. Ça a été une débâcle totale. Regardez le cadeau fait à Poutine par Trump, chiffré. Le cours d'échange, on dit toujours que c'est le seul économiste qui ne se trompe jamais et qui ne ment jamais. Le cours du rouble, alors il faut bien relativiser, tout ça est très bas, le rouble reste extrêmement bas, mais enfin le coup de téléphone de Trump à Poutine qui a duré quoi, 1h30, c'était ça ? 1h30. Regardez, l'effet sur le cours du rouble qui s'est un peu repris, encore une fois on est très très bas, mais ça montre à quel point même là, les actions en bourse, tout le monde sait très bien que c'est un cadeau que les États-Unis ont fait à la Russie. Parce que le leitmotiv de tout ça, c'est la levée des sanctions. Et c'est ça aussi qui est le vrai sujet, le vrai problème. Parce que ce que voudrait voir Poutine, c'est ne pas seulement d'être rétabli aux tables des grands, soi-disant, c'est-à-dire l'égalité avec les États-Unis, dont il est très ravi, mais aussi de retourner à la modèle normal, business comme usual. Et malheureusement, il y a ceux aussi, des voix en Europe, qui s'attendent à ça. Et il va jouer effectivement sur cette question-là. Par exemple, en Allemagne, il y avait la déclaration justement de la partie AfD qui a dit écoutez, ça sera très bien si on arrête avec toutes ces punitions envers la Russie. L'AfD veut refaire le pipeline. Et justement. Donc, finalement, les Ukrainiens avaient bien fait de le faire péter. Vous avez raison, c'est encore un élément supplémentaire complexifiant de la négociation. Mais en fait, ce rouble qui monte, c'est pas forcément bon pour Poutine, parce qu'il est encore dépendant de ses exportations de pétrole. Il va recevoir moins de roubles. Une petite réaction momentanée. Et combiné à l'inflation qui existe toujours en Russie, c'est pas forcément un cadeau, mais c'est quand même sans doute quelque chose qui va le faire jubiler. Jusqu'où ira ? C'est pour ça que tout ça se passe en Arabie Saoudite. C'est pas un détail. Les Américains ont choisi ce pays. C'est à cause du pétrole. Parce que le cours du pétrole que peut garantir l'Arabie Saoudite, c'est le seul pays qui est capable de le faire, va être négocié entre les États-Unis et la Russie pour que le redémarrage de l'économie russe, à supposer qu'il ait lieu, se fasse dans de bonnes conditions. Et puis l'agriculture aussi, les matières premières agricoles qui sont très importantes pour l'Arabie et le reste du Golfe. Ce qu'on peut croire qu'il y a derrière effectivement l'idée de Trump et de son équipe, c'est, outre la question de la Chine, mais je ne sais pas très bien ce qu'ils visent là-dessus, c'est de pouvoir faire pression sur la Russie, sur le contrôle du prix du pétrole, et de se rapprocher de l'Arabie Saoudite avec revenir aux accords d'Abraham, renégocier le pays. Enfin, il veut se débarrasser du bisbis qui avait eu lieu entre Biden et MBS, donc le patron de l'Arabie Saoudite, après l'affaire Khashoggi, là, où il avait coupé en morceaux son dans un truc en Turquie. Jusqu'où ira maintenant le retour dans le jeu de Vladimir Poutine ? Souvenez-vous, la semaine dernière, Donald Trump voulait réintroduire la Russie dans le G7. Alors évidemment, ça devait faire jubiler Vladimir Poutine. C'est vous qui avez retrouvé une petite photo du dernier G8 ? C'est Aurélien Mel, notre télévision. Oui. Je disais vous pour que vous attiriez tous les louanges, mais voilà. C'est la dernière photo du G8 qui date donc de juin 2013. Ça, Vladimir Poutine en rêve peut-être. En revanche, vous avez posé la question à Jean-Noël Barrot, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Vous lui avez demandé est-ce que ça c'est possible ? Non, pour lui, ça c'est intolérable. On ne peut pas l'entendre. C'est inimaginable. Qu'est-ce que c'est que le G7 ? C'est le groupe des démocraties, des grandes démocraties les plus avancées. Est-ce qu'il vous semble qu'aujourd'hui la Russie apparaît ou veut apparaître comme une démocratie avancée? Non. Si un autre membre du G7 aujourd'hui agressait délibérément plusieurs autres membres du G7, ce serait difficile de le conserver dans le club. C'est la situation de la Russie aujourd'hui. Donc,
Regardez la photo, hein, cette photo fascinante. On est en 2013. Votre regard sur cette photo, voilà. À l'époque, d'ailleurs, c'est fascinant. Presque tout le monde est parti. Président Hollande, président Obama, le Premier ministre anglais, il y a l'État, l'italien, j'oublie, pardon, certains noms, voilà, comme quoi la site Transit Gloria Mundi. L'État, il y en a un qui cramponne. Voilà. Il y en a un qui cramponne, là, tout à gauche. Voilà, Poutine cramponne, comme vous dites. Voilà. Mais en fait, cette image est vraiment emblématique d'une époque révolue. Il y a très très longtemps, je travaillais à la Commission européenne et on a organisé le G7+1, on l'appelait à l'époque à Moscou, pour parler des questions nucléaires. C'était en 1996 ou 15, je ne me souviens plus très bien. Et il y avait une espèce un sentiment d'euphorie, de se dire la Russie fait partie maintenant du monde riche, du monde qui va. Est-ce que ça peut revenir? Est-ce que ce temps peut revenir? Tout à l'heure, sous Poutine. Là, est-ce que vous pensez, tout à l'heure sur notre antenne, Bernard Kouchner disait pourquoi pas? Ça fait partie des possibles que, effectivement, la roue tourne à ce point. J'ai du mal à y croire. La Russie, elle a l'intérêt de retourner. Je pense qu'ils ont dit qu'ils ont trouvé le club des puissants et c'est pas les G7. Le club des puissants, c'est les économies émergentes et c'est pas du tout les économies des pays européens, surtout, certes, très développés et tout, mais lui, il est du côté des BRICS, il est quand même dans les G20, mais le Brésil, l'Inde, la Chine, c'est ça qui l'intéresse en fait. Cela étant, la roue tourne très vite. Cette photo, elle est intéressante. Je vous rappelle qu'à l'époque, Grozny a été écrasé sous les bombes. Oui, tout le monde s'en fout. Écrasé sous les bombes. Anna Politkovskaya a été assassinée par le régime russe, comme aujourd'hui Navalny. Le président Obama qui est là, il le sait très bien. Le Premier ministre anglais, il le sait très bien. C'est le même général Gerasimov qui a détruit Grozny. Voilà, mais exactement. Donc en réalité, les crimes de guerre étaient commis et tous ces gens-là, alors, mais pire que ça. Il faut respecter François Hollande. On peut être pour ou contre François Hollande. Il faut avouer qu'il a toujours une ligne très nette. Mais les autres, ça va être très bien. La différence, c'est que là, Hollande, il ne dit rien. Il est à côté de Poutine, mais il ne soutient pas idéologiquement et moralement Poutine. La grosse différence, c'est que Trump soutient moralement et éthiquement Poutine. Ça fait une énorme différence. On entre dans un monde dirigé par les Trump, les Xi Jinping. Enfin, il était quand même dans le club, quoi. Il était quand même admis dans le club. Il était sur la photo. Mais c'était pire que ça, Darius. En 2006, les Russes ont utilisé une arme radiologique, le polonium, pour tuer l'espion Litvinenko. Theresa May, qui à l'époque était ministre de l'Intérieur, a dit « Je m'oppose à une enquête publique sur ce qui s'est passé parce que ça va nuire à nos intérêts économiques avec la Russie. » Vous imaginez, les Russes utilisent une arme de destruction massive sur le sol britannique. Des Britanniques sont tués. Et puis le Royaume-Uni, non, on veut pas s'énerver avec les Russes pour des raisons de business.